Bonjour madame. Bonjour, Madame Garbi. Madame Agarbi. Moi je suis madame Saïdi. Je m'appelle Osman. Farid. Muriel. Pauline. Bonjour Agnès, Tijania. Votre prénom c'est David. Moi c'est Malika. Quel est votre nom? Claire. 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 Claire Nétange. Léa Barbier. Marie. Raja. Sophie. Enchantée. Alors j'habitais à Ouagadougou au Burkina Faso. Je viens d'Égypte. Je viens d'Afghanistan. Alors moi j'ai vécu 2 ans au Mexique. J'ai parti de mon pays en 2011. Je suis parti d'Égypte le 1er ou le 2e septembre 2009. En fait, moi, je suis arrivée en 80 en Tunisie, en 80, et je suis passée de Paris au sud tunisien, donc je suis arrivée à Médine. Et j'ai habité dans plusieurs pays et plusieurs continents. J'ai d'abord j'ai habité en France quand même. Mais en fait, je ne suis pas née en France. D'accord. Je suis née en Algérie. Je suis allée à Vienne, en Autriche. Quand es-tu arrivée en France ? C'était 11 mai 2011. Ensuite, j'ai vécu à Florence, en Italie, 8 ans. Je travaillais. Je travaillais. J'étais tombée amoureuse de Florence. Ensuite, j'ai vécu en Australie, dans le Queensland, qui est l'État qui est au nord-est de l'Australie. Et ensuite, on est parti en Indonésie. Je suis rentrée en France, où mon fils est né. Et ensuite, je suis repartie en Indonésie. Je suis arrivé en France en 9 septembre 2009. C'était un samedi. Donc d'accord. Donc tu as mis 1 semaine pour arriver. Oui. Parce que tu es passé par quel pays ? J'ai passé par deux Italie, deux Égypte et Italie. Après, j'ai passé une nuit à Milano. Après, de Milano à Ventimiglia à Nice, à Paris. Ensuite, je suis aussi partie vivre aux Philippines. Oui, C'est génial! j'ai habité en Irlande, C'est bien! j'ai habité au Sénégal. Et bon, je suis née au Maroc, j'ai habité 2 ans, mais quand j'étais bébé, donc Bien ça sûr, compte pas. ça compte pas, mais ça va. Je suis née donc à Bondy, Oui. dans le 93. J'ai vécu toute ma vie quasiment dans le 19e arrondissement. J'ai voyagé aussi à l'étranger. Vous êtes parti où? Mais je suis partie. J'ai fait plusieurs voyages. Le tout premier, c'était en Tanzanie. Après, je suis allée pendant 1 mois au Kenya. Le plus long voyage que j'ai fait, c'était en Tunisie et à Madagascar. Je viens des États-Unis, 2 ans que je suis là, Je viens de Maroc. de Maroc. Ça fait combien de temps que tu habites en France? Ça fait 30 ans et 1 mois. J'habite en France. Je suis restée 1 an Ah non. Kevin? à Lima. J'ai habité en Allemagne pendant 1 an et demi et en Macédoine pendant 1 an aussi. Moi, je suis venue ici en France, ça fait 1 année 4 mois. Moi, la maman, mes enfants, mon fils Nabil, ma fille Aya. J'habitais à Oujda quand je suis venue en France. Au début, j'habitais à Paris, 17e. D'accord. Et après, on a acheté un appartement. Et depuis, on est en Montreuil. J'ai habité le parti de Pérou, et arrivé à première à Espagne. Comment ça se fait que vous êtes mariée avec un Tunisien? Parce qu'on était à l'université ensemble. On est sortis ensemble, comme des amoureux. Parce que la Serbie est dans une région qui m'intéressait beaucoup. Dans la région des Balkans. Parce que je faisais des études d'allemand. Je travaillais. J'étais tombée amoureuse de Florence. J'étais journaliste. En même temps, j'étais un membre dans un parti politique. Un jour, j'habiterai là, je travaillerai là et je resterai là. J'ai travaillé contre les extrémistes et les talibans. J'ai vécu en Australie parce que j'avais rencontré un Australien qui a été en France, en fait mon étudiant, et qui est devenu ensuite mon mari. Parce que son travail, à lui, l'a emmené en Indonésie. J'y suis allée la première année pour mes études. Pourquoi tu es partie d'Égypte ? J'ai essayé de faire le mieux pour moi. Et je ne peux pas travailler en Égypte, même quand je trouve le travail. Je ne peux pas gagner beaucoup pour faire en Égypte. La vie en Égypte, c'est un peu cher.
Et je veux faire le mariage, la maison. J'ai publié à la fin de l'université un livre de mon mémoire. C'était contre des idées extrémistes. C'était critique d'existence de Dieu. Et pour tout ça, j'ai eu plein de menaces. J'étais menacé plusieurs fois à l'université, dehors de l'université. Et à la fin, quand j'ai fini mon livre, c'était très fort. Et pour ça, je ne pouvais pas vivre là-bas. Pour ça, j'ai quitté mon pays. J'ai choisi la France, c'est parce que mon frère il était là depuis 7 ans. Alors, j'ai choisi Burkina Faso parce que je voulais partir à l'étranger dans le cadre de mes études. J'avais pas envie de rester en Europe, j'avais envie de partir en voyage. J'ai des études en art du spectacle et je devais réaliser un mémoire de fin d'études sur la danse contemporaine au Burkina Faso. Mon village, il y a beaucoup de monde à Paris. Par exemple, j'ai presque 30 cousins en France. Est-ce que vous avez trouvé qu'est-ce que vous voulez Oui, je pense, ouais. En fait, je voulais surtout rencontrer des nouvelles personnes qui pensent pas comme les Français. Qui changer un peu. Ouais, c'est ça, qui n'ont pas le même état d'esprit, qui parlent pas la même langue. Ça permet de rencontrer des gens différents et d'être plus ouvert aussi à d'autres cultures, quoi. Pourquoi vous êtes parti là-bas? Alors en Allemagne, je faisais mes études aussi, donc j'étais à la fac, j'avais des cours, et puis bon, au-delà des cours, j'ai rencontré des gens. Nous, c'est les enfants des morts pour la France. Moi, j'ai mon grand-père qui a combattu pour la France. D'accord. Oui, pendant la Deuxième Guerre mondiale, en 1945. Il est enterré ici. C'est un militaire tirailleur marocain. D'accord. Il était engagé avec le service militaire français à l'époque. Et maman, il a calé statut Pupille de la Nation. C'est les orphelins de guerre, les enfants qui étaient adoptés par l'État français à l'époque. D'accord. Et c'est pour ça qu'il me facilite d'entrer en France. Pour travailler à l'Alliance française de Lima, pour enseigner le français aux Péruviens. Oui, c'est vrai. C'est pour ça. Et toi, ça fait 4 ans que tu es en France et tu retournes au Pérou chaque année ou une fois? Non, une fois. L'année dernière, je demandais mon papier, mon carte de séjour. Et la préfecture me donnait ça. C'est pour ça que tu as pu partir. Avant, je travaille ici pour les Noirs, pas papier. C'est compliqué pour sortir de France, sortir de Paris. Non, maintenant tu peux. Oui, maintenant, oui. Maintenant c'est possible. Je viens ici parce que ma femme est italienne et péruvienne. D'où nationalité. Super. C'est pour ça que je viens ici. D'accord. J'avais envie de quitter un peu la France, de découvrir d'autres pays, notre culture. En Tunisie, on m'en avait parlé. J'avais un stage là-bas, donc du coup ça m'a permis d'avoir une expérience aussi de travail. J'ai voulu rester le plus longtemps possible parce que c'était vraiment intéressant de découvrir ce pays. Argentine, c'était pour mieux parler l'espagnol et parce que j'avais fait là-bas, j'avais étudié. Avant, je faisais de la radio, donc j'ai fait une formation en radio et je voulais faire un stage là-bas. Donc la première fois pour les études et la deuxième fois pour travailler. Ta copine qui est française. C'était un peu à cause d'elle qu'on est venu. Bien sûr. Parce qu'elle, en fait, elle est née, elle a grandi juste là-bas, en fait, 10 minutes à pied. C'est une fille du quartier. Oui, ses parents étaient là-bas. C'est bien. J'étais dans une association et on s'occupait d'un magazine pour les jeunes et aussi on allait dans un centre d'accueil pour enfants roms. Mais c'était difficile, il n'y avait pas de langage en commun. Moi, je n'ai pas l'habitude de travailler avec des enfants, alors du coup ça aussi c'était nouveau. C'était nouveau pour toi aussi. C'est bien, tu as appris beaucoup de choses. Alors quand je suis arrivée, il était environ 20h ou... Enfin non, peut-être qu'il était plus tôt, mais il fait nuit très tôt là-bas. Donc quand je suis arrivée, il faisait très nuit. Et je suis descendue de l'avion et j'ai eu l'impression de rentrer dans un four tellement il faisait chaud.
Bonjour madame. Bonjour. Excusez-moi, c'est ma place, c'est le numéro 20. Non, c'est ma place. Si, c'est ça, moi, c'est le numéro 20. Non, c'est ma place. Regarde-moi, vous sortez, bien, on va voir. Toi, c'est 16. Ici, c'est le 20, regarde. Ça, c'est le 20. C'est pour moi. Toi, tu m'as regardé derrière. C'est derrière. Bonjour, bonjour. Bonjour, madame. Oui, ça va. On peut regarder son billet. Je crois. Ça arrive, on ne regarde pas. Peut-être qu'elle n'a pas fait attention aussi. Le numéro. Ça arrive, ça c'est vrai. Vous avez peur? Non, n'ayez pas peur, ça va aller. C'est la première fois? Oui, c'est la première fois. Ça va aller, n'ayez pas peur. Vous fermez les yeux, ça va vite arriver. Non. J'ai arrivé à Gare de Stellis, j'ai entré à un café, mais j'ai été en mois Ramadan. J'ai entré le café, j'ai demandé le café, mais j'ai laissé en face de moi. Je sais pas c'était quel jour. Je suis venu pour la première fois à Nice. Là-bas, on est allé au préfecture de police de Nice. Tu étais avec des amis? Non, pas des amis, mais il y avait des autres gens que je connaissais. D'autres Afghans. Dans le train et comme ça. Donc tu as fait Italie-France en train? Ouais. On a mis les empreintes? Les empreintes. Après, ils ont dit vous pouvez aller à Paris si vous voulez. Donc, j'ai parti là-bas et je suis venu par TGV à Paris. Très chaud, vraiment très chaud. L'aéroport était très miteux. Enfin, c'était vraiment un aéroport de fortune avec une douane. Enfin, la douane, c'était un petit bureau, quoi. Voilà, contrôle des papiers. Là, une foule de gens à la sortie, quoi, avec tous les taximans là, qui te demandent. Et moi, je savais qu'on venait me chercher, mais je ne connaissais pas la personne qui venait me chercher. Donc, tout ce que je pouvais espérer, c'est que la personne se dise que c'était moi. Quand je suis entrée à Paris, je connaissais déjà un ami. Parce que moi, je ne l'avais jamais vu. Il m'avait jamais vu non plus, mais que je croise un regard et qu'on se dise « Ah, ça doit être... on doit être ensemble, quoi. » Donc, il attendait... pas lui, en fait. Oui, lui avec sa copine, Laetitia. En fait, Laetitia m'a accueilli très bien. Elle est venue jusqu'à la gare Gare de Lyon. Parce que ce jour-là, Masho était dans une conférence, je pense, avec un grand politicien d'Afghan. Ah, donc, et c'est elle qui t'a accueilli, mais vous ne vous connaissiez pas? Mais ouais. C'est elle qui t'a accueilli à la gare? Oui, pendant que même j'étais dehors de la France, on parlait. Au téléphone. Au téléphone. Mais Laetitia, il est venu jusqu'à Gare de Lyon, il attendait pour moi. Même ce jour-là, je n'avais pas crédit, tout ça, c'était fini. Donc, il est venu. Donc là, une foule de gens, voilà, il y avait beaucoup de bruit, et tout d'un coup... Par hasard, il a dit « Ah, c'est toi, Ousmane ?» Ouais, comme ça. Une énorme femme me dit « Pauline !» Je la vois. Et donc, c'était Antoinette qui venait me chercher. Donc, on est allé dans un restaurant, après, avec un match. Ok, c'était la première française. Ah, donc c'était bien pour ton premier jour. C'était très bien. D'accord. Je n'étais pas inquiète à un moment, ça veut dire c'était ça va, normal. Mais ce que j'ai entendu par rapport à la
processus administratif de la gouvernement qui va prendre beaucoup de temps et par rapport au logement, tout ça, c'était un point inquiétant pour moi. Avec son mari, Baba. Donc voilà, donc je m'en souviens très bien, donc ils sont venus me chercher. Baba était avec sa mobilette, il nous suivait, et nous, avec Antoinette, on était dans un taxi qui nous emmenait chez eux, donc ils habitent un peu dans la banlieue ouagalais. Après, dans 40 minutes, 50 minutes, mon frère, elle arrivait plus tard, mais quand je demandais, elle m'a dit que ça à cause de le métro, parce que c'est le week-end. Et plus aussi, elle est perdu son téléphone avant, quand j'arrivais. On m'a roulé comme ça dans la nuit noire, donc voilà, faut imaginer dans un taxi complètement à l'ancienne, quoi. Il fait super chaud, il y a une maman à côté de moi qui est en train de me demander si tout va bien, si mon voyage s'est bien passé. Elle a pris le téléphone de mon frère. Ton autre frère? Autre frère, oui. Et toi, tu avais un téléphone quand tu es arrivé? Oui, j'ai été un téléphone, mais quand j'ai demandé le café, je trouvais un petit fils. Je regardais bien, je trouvais peut-être ça, c'est l'adresse, peut-être, oui. On peut envoyer cette adresse à lui, peut-être elle va demander quelqu'un pour arriver ici. Il y a Baba qui est derrière nous sur sa mobilette qui nous suit, donc moi je comprends pas l'organisation, je comprends pas pourquoi ils font comme ça. J'ai fait ça déjà. Après, je trouvais, elle m'appelle, oh, je t'ai envoyé le message, c'est vrai, oh, je t'ai envoyé sur ton téléphone, non, c'est parce que j'ai perdu mon téléphone, il faut m'envoyer sur autre téléphone de Walid. D'accord, j'ai envoyé, après elle est arrivée vite. Et on traverse la ville, on voit quasiment rien parce qu'il fait noir, qu'il faut que je m'habitue à ces éclairages, à tout ça. Et donc voilà, on arrive chez eux, dans une petite maison. Alors on monte ma chambre, donc je vais dormir avec Judith, voilà. Abdou du coup va dans le salon, donc je suis un peu embarrassée. Et donc il y a une grande cour, et donc Baba est dans la cour, il fume une cigarette ou un pétard, je sais plus. Et il me dit, viens prendre du vin, et en fait je découvre qu'ils ont acheté une bouteille de vin pour mon arrivée, alors que c'est pas spécialement l'alcool qu'on boit là-bas. Je bois un verre de vin et moi je suis complètement déphasée. Enfin, je suis super contente d'être arrivée, d'être là, d'être avec eux. Puebla, c'est une très grande ville. Je suis arrivée il y a 12 heures d'avion. L'avion était en retard à Mexico, il devait être minuit. Je suis allée dans un hôtel parce que je pouvais pas prendre mon bus pour aller ensuite à Puebla. Donc c'était un peu surréaliste. J'étais dans une famille au départ. Et Puebla, c'est très grand et c'est... Il y a des différences avec la France, mais c'est quand même une grande ville, assez étudiante. Donc il n'y a pas eu trop de choc. Comment tu te sentais le premier jour? Le premier jour au Pérou. Et comment est-ce que vous vous sentiez le premier jour où vous êtes arrivé en France? Je me sentais mal. J'ai pleuré une semaine parce que j'ai laissé mes amis, j'ai laissé ma maison. Comme je suis venue, comme je regarde par la fenêtre, c'est comme ça. Je dis, est-ce que c'est ça la France? Je dis à mon père, est-ce que c'est ça la France? Il me dit, bah oui, on est dans une maison. Je dis, regarde, dors, et c'est pas bien. Il me dit, c'est comme ça. Hein. Je dis, au bled, c'est mieux qu'ici. Il me dit, avec l'auto, tu vas progresser, tu vas voir. Tu vas sortir, tu vas voir la ville et tout, ça sera... Mais j'ai pas aimé, j'ai pleuré. C'était spécial parce que c'était il y a 11 ans. J'avais 24 ans. C'était mon premier emploi à l'étranger. Donc j'avais beaucoup pleuré à l'aéroport pour quitter ma famille. Et donc c'était spécial. Et quand je suis arrivée, il faisait très chaud. Il faisait très humide. Et tout de suite, on m'a dit, viens à la plage. On va à la plage. Donc c'était vraiment bizarre parce que j'arrivais, tout le monde était sympa, c'était des Français, des Péruviens ensemble. Et on a fait une sortie à la plage. J'avais le décalage horaire. Et je suis arrivée un samedi et je n'ai pas eu le temps de penser. Le lundi matin, à 7h du matin, la classe commençait. Et moi, j'étais professeure. Je n'avais jamais enseigné. C'était ma première classe et après c'était super, c'était
c'était parti. Le Pérou, pour moi, c'était familier. Familier, ça veut dire que avec l'espagnol que j'avais appris à l'école, les gens, il n'y avait pas de problème. Mais c'était spécial parce que je quittais ma famille et quand je suis arrivée tout de suite à la plage, la fête, c'était drôle. Bah, excitée, j'étais vraiment contente d'être là-bas, ça faisait longtemps que je voulais y aller. Impatiente de pouvoir découvrir la ville et le style de vie. Au début, j'ai pas aimé la France. Non. Parce que mes amis m'ont manqué, ma maison, ma rue, mon pays. Et puis en travaillant ici en France, j'ai pris l'habitude, je me suis installée. J'ai oublié mon pays. Donc je suis arrivée à Médine, où il y avait 2 routes. Il n'y avait pas de femmes, où elles étaient voilées, mais pas voilées comme vous les voyez, c'est-à-dire elles portent le voile qui s'appelle le sefseri. Et donc ça n'a rien à voir avec le hijab, etc. Ça n'a rien à voir, c'est vrai. Et c'était le voile traditionnel en soi. Et donc j'arrive là, moi j'étais militante en France, j'avais des activités et mon mari avait très très peur en se disant il n'y arrivera jamais, elle va passer de 200% d'activité à 0. Ce qui est vrai, je suis passée de 200 à 0 et il a fallu que je m'habitue à des tas de choses, notamment à ne pas voir de femmes, parce que dans les années 80 on voyait pratiquement pas de femmes, même les hommes faisaient les courses. Et quand j'allais, moi, faire les courses, j'étais l'élément extraordinaire dans le sud tunisien, dans cette ville. Et donc, voilà, tout le monde me regardait, on me draguait, grande majorité. Le pays où j'ai le plus remarqué la différence homme-femme, c'est en Australie, en fait. Ah ouais? Parce que l'Australie, c'est un pays incroyablement... Enfin, il y a vraiment 2 cultures séparées, quoi. Enfin, il y avait en tout cas à cette époque-là, je me souviens quand je suis arrivée, on est allé, on a rencontré un type d'une agence immobilière avec mon compagnon de l'époque qui n'était pas encore mon mari. Enfin, on va voir cet agent immobilier. Il lui sert la cuillère de manière très masculine, et puis il me dit hello en reculant d'1 mètre, mais vraiment. Et ça m'avait vraiment marqué en fait. Et dans les fêtes, dans les parties, etc., très très rapidement, il y avait tous les mecs ensemble et toutes les femmes ailleurs. Ça c'est très connu de la société australienne en fait. La première fois où on a été à la mer, en fait, on ne savait pas que les femmes allaient très tôt le matin et qu'après la mer était réservée aux hommes. Et mes beaux-frères et mon mari ayant vécu en France avait oublié. Mes beaux-frères étant très ouverts, n'avaient pas considéré ça comme bizarre. Et donc j'arrive avec ma cousine sur la plage. En bikini? Non, moi je ne mets pas de bikini. Mais ma cousine, oui. Et donc, bon, il y avait des gens qui se baignaient, on ne s'est pas étonné, il n'y avait pas de femmes. Mais bon, alors toutes les deux, en maillot de bain, et on rentre. Et on rentre dans l'eau, et puis tous les hommes étaient éparpillés. Et au moment où nous on est rentrés dans l'eau, tous les hommes se sont concentrés sur nous. Ce qui a fait que mon mari et mes 2 beaux-frères se sont jetés à la mer pour aller dire à ces messieurs que nous étions leurs femmes, enfin bref. Donc il y a eu plein de choses très cocasses comme ça. C'est la première fois que j'entends ça. Non, mais c'était en 1981. Mais même... Oui, mais à Tunis peut-être, maman. Mais... Moi, je me rappelle une fois, mon mari est venu avec moi au lycée. Et le proviseur lui a donné à lui mon emploi du temps. Avant moi. Non, mais ça, c'est même pas en étant française, hein, parce que moi, ça serait insupportable pour moi. Oui, mais... Je pense que c'est vraiment une... Mais là, j'étais... voilà. Qui sait... Voilà. Du fait de l'endroit où tu vis, mais t'as raison. Hein. Et donc, moi, bien sûr, en tant que Française, j'ai dit, mais écoute, donne-moi mon emploi du temps, je regarde, après, je te le passe. Donc, mon mari me le donne, il dit rien. Voilà, tout se passe bien. J'ai dit, bon, tiens, voilà. Je rends, il regarde, on sort, et il me dit, tu t'es rendu compte de ce que tu as fait? Et bien sûr, moi, je ne savais pas ce que j'avais fait. Lui, bien sûr, ayant oublié que sa femme était française, donc ça faisait des années bien intégré, sans problème. Donc, il y a une part de... Enfin, le fait que ma propre essence a été occultée pour une certaine part par mon intégration, même chez mon mari, alors qu'après, au bout d'un certain temps, il m'a reproché justement d'être trop bien intégré, de parler arabe, alors que pendant tout un temps, il me disait « intègre-toi et parle arabe ». Donc il voulait retrouver sa femme d'avant, je pense, la française. Et en fait, tout le monde, au fur et à mesure, a oublié que j'étais française.
Et donc, bien sûr, quand j'avais des réactions de Françaises, tout à fait normales, moi-même, j'arrivais même pas à comprendre. C'est-à-dire là, ça devait faire 15 ans que j'étais en Tunisie, je savais très très bien comment ça se passait, mais voilà. Et donc, j'ai dit, mais j'ai rien fait, enfin, pourquoi tu me dis des choses pareilles? Il me dit, oui, tu te rends pas compte, tu m'as dit, donne-moi mon emploi du temps, ça me concerne. Ben, je lui dis, ben oui, ça me concerne. Il me dit, oui, je sais très bien que ça te concerne, mais devant le proviseur, il ne pouvait pas faire autrement que de me donner ton emploi du temps avant. Donc je lui dis, ah bon, ouais, ok, mais ça, bon, voilà. J'ai pas pensé et ça, j'y arriverai jamais. Moi je crois que aussi c'est important pour la compréhension entre communautés en fait. C'est-à-dire que s'il y a un groupe qui parle que en chinois, un groupe qui parle que en ourdou, ces gens-là elles vont pas mélanger, elles vont pas échanger les idées. Bon, ça, s'il y a une langue que tout le monde peut communiquer et tout ça, on peut résoudre nos problèmes, on peut vivre ensemble en fait. Ouais. Ça donne des situations où on essaye de comprendre et en fait on comprend de travers. Bonjour madame. Bonjour. 2000 baguettes. Je veux 2000 baguettes. 2000 baguettes? Oui. J'ai pas compris. 2000 baguettes. 2000 baguettes. C'est beaucoup, j'en ai pas 2000 baguettes. Vous voulez dire 2000 baguettes? Oui. Ah d'accord, vous m'avez fait peur, hein. 2000 baguettes, je n'ai pas 2000 baguettes, madame. Tenez, 50 centimes, s'il vous plaît. Ah, revenez, madame. C'est beaucoup, là. Tenez. Au revoir, bonne journée. Merci. Quand j'étais petite, j'avais entendu, par exemple, le mot lac Titicaca, Machu Picchu. Et quand j'étais petite, les mots, je les trouvais très jolis. Titicaca, Machu Picchu. Et j'ai dit, ah, un jour, je vais aller au Pérou. Maintenant, je parle, ça va. Mais avant, je parle pas. Hein. Ouais. Avant, je peux terminer avec les gestes. Parce qu'on n'a pas l'habitude de communiquer comme ça couramment, oralement. Le macédonien, qui est une langue slave. Mais donc là, pour le coup, moi, je l'avais pas appris à l'école. Toi, quand tu es arrivé en France, tu parlais pas du tout français? Ah si, parce qu'on était voisins avec les Français. Oui, comment tu es arrivé à communiquer avec les gens? Je trouve que tu développes beaucoup du langage non verbal. Ouais, pour essayer de montrer un peu. Quand tu es au marché, tu montes, tu essaies de comprendre. Oui, et assez vite, en fait, tu apprends le vocabulaire de base. Je sais pas, bonjour, merci. Ils parlent une seule langue, ils parlent le castillan. Là-bas, c'est un peu difficile parce qu'ils ont un accent particulier. Ça ressemble en espagnol, non? C'est la même langue, sauf que c'est des accents différents. Surtout en Argentine, c'est un accent très différent. En Bolivie, c'était plus facile. Bolivie, ils parlaient plus lentement, il y avait moins de différence avec l'espagnol. À Madagascar, dans la rue, des fois c'était quelques mots. Moi j'avais appris quelques mots de malgache. Bonjour, au revoir, comment on peut aller ici, ou est-ce que je peux acheter quelque chose par exemple si c'était dans un commerce. Oui. Donc j'avais appris quelques mots comme ça pour les choses les plus simples. Quand tu te trouves devant des administrations, comment tu vas communiquer, comment ils vont te comprendre? Et il y avait aussi, quand j'étais dans ce village, en fait, j'étais avec un collègue qui était malgache. Souvent, il traduisait. Surtout avec les gens. Parfois, si tu ne maîtrises pas le français, personne ne te comprend, personne ne t'écoute. Ils vont pas chercher à comprendre. Cette femme, qu'est-ce qu'il vient faire ici? Il ne comprend rien, c'est ça. Est-ce que tu parlais français quand tu étais en Afghanistan? Non. Et quand tu es arrivé en France, est-ce que tu connaissais quelques mots français? Non, rien du tout. Seulement, quand je suis venu de Gare de Lune avec Laetitia, on était seuls, on parlait anglais. Et dans sa voiture, il m'a appris quelques mots pour surprise à ma choix. Il a dit « Salut, ça va bien ?» C'est ça, 2-3 mots. Il m'aidait, en fait on était tous les deux tout le temps ensemble, donc très souvent c'est lui qui faisait la traduction en fait. Ah, c'est bien, c'est-à-dire vous avez aucun problème. C'est pas facile pour dialoguer comment? Si tu maîtrises pas, c'est compliqué. Puis des fois c'était par des gestes.
Chérie, tu peux acheter du lait? Comment? Du lait? Du lait? Ouais, du lait. Comprends pas? Du lait? Du lait. Ah, du lait. Ah oui? Et après? C'est possible après? Non, maintenant. Non. On a besoin. Mais chérie, Non. S'il te plaît, chérie, s'il te plaît, vas-y, s'il te plaît, 10 minutes, s'il te plaît. Chérie, s'il te plaît, on a besoin. Les enfants, ils nous connaissent, ça va? Oui, ok. Les sacs, D'accord. Je la ramener? Ah, ma femme. Ah oui, c'est bon, allez. Merci, chérie. Merci. Vous êtes gentille, chérie. Voilà. Okay. Allez. Dépêche-toi un peu. Dépêche-toi. Ah, merci. Oh non, mais poupée, pipi. Bonjour madame. Bonjour monsieur. S'il vous plaît, poupée, poulet, loulet. J'ai pas compris monsieur. Comment c'est mou. Non? J'ai pas compris. S'il vous plaît, le cri. Un stylo? Oui. Un crayon? Oui, c'est ça. Oh. Venez par là. Ah, oui. Vous dessinez là-dedans. Merci. Un menton? Oui, non. Ah, une vache? Oui, vache, oui. Ah, vous voulez de lait? Oui, c'est ça. Ok. C'est ça, oui. Vous voulez combien? Un paquet. Un paquet. Tenez, Oui. monsieur. Merci. 20. Ça vous? 2,50 €, monsieur. Tenez. Ah, merci. Au revoir. Au revoir. Bonne journée. Pour remplir un document, pour répondre au cahier pour les enfants, pour quand tu reçois un message. J'ai pris des cours de Wolof. Ils ont plusieurs langues, mais la langue la plus parlée, c'est le Wolof. Voilà, donc j'ai pris des cours, mais c'était très difficile. Et on a eu des petits cours aussi de langue. J'ai un niveau de bac à l'époque, ça fait presque 23 ans, quelque chose. J'ai jamais parlé le français entre nous. On n'a que la langue maternelle, l'arabe traditionnel. Avec mes frères et sœurs, quand ils partent à l'école, ils parlent français. Et à la maison, tonton parle français. Mais mon père dit non, il faut parler arabe, vous allez oublier l'arabe. Non. On parle en cachette. On parle dès qu'il rentre, on change. Même mes filles, ils m'apprennent des choses, des fois que je parle mal. Ils me disent pas comme ça, maman. C'est comme ça. Voilà, c'est mes filles. Mais toi, elle te corrige, parce que moi, personne ne me corrige. Parce que toi, tes filles, elles sont complètement bilingues. Mes filles, elles sont complètement bilingues. Je savais avec l'espagnol scolaire de l'école. Mais c'est différent quand tu habites au Pérou. Les personnes, elles parlent vite. Il y a des peruanismos, c'est un peu différent. Et après, j'ai commencé à parler, et ça, 2 mois, 3 mois, et après, c'était plus facile. Pour l'école, pour le cahier de correspondance, l'intermédiaire avec l'école, avec les parents, pour aider les enfants, pour la bibliothèque. Moi, je crois que par rapport à d'autres pays que j'ai visités, je trouve que les Français sont assez exigeants au niveau de la langue, en fait. En fait, faire des fautes en français, j'ai l'impression que c'est plus grave. C'est pas que les gens vont te juger, mais elles remarquent quand même. Et que c'est plus grave de faire beaucoup de fautes de grammaire en français que, par exemple, en Angleterre. J'ai l'impression qu'on a l'habitude de beaucoup de gens qui viennent, qui maîtrisent pas l'anglais nécessairement, mais on n'a pas cette exigence au niveau de langue, je crois, ou on a un peu moins peut-être. Chez les gens que je travaillais, c'était des gens juifs et la dame, elle sait parler arabe. Ils ne me parlent pas arabe, ils me parlent français. Tout le temps, ils me parlent français, même je sais pas. Il me dit Manika, il faut apprendre. Et comme je dis quelque chose pas bien, il me corrige, je l'accepte parce que je sais pas.
Alors il faut accepter. Et c'est comme ça que je prends le français. En France, ici, quand tu parles avec un Français, il faut maîtriser le français. Mais ils ont l'habitude, ils connaissent les gens, ils ont toute une histoire avec les immigrés, ils connaissent les étrangers qui viennent d'arriver normalement. Ouais. C'est un pays d'accueil, c'est un pays qui accueille tout le monde. Ouais. Normalement, y compris la situation, normalement. Je trouve qu'ils ont très attaché à leur langue, en fait. Donc ça la blesse un petit peu si on ne maîtrise pas. C'est comme on n'appréciait pas suffisamment la langue. Je sais pas parler, même pas dire bonjour, je sais rien du tout. Et avec le temps, j'ai sorti, j'ai travaillé. Une fois je me trompe, une fois il y a des gens qui me corrigent. C'est frustrant, je trouve, de pas arriver à dire tout ce que tu as envie de dire. Oui, c'est ça le problème, tu n'arrives pas à expliquer beaucoup de choses. Ouais. Alors tu essayes de dire, d'expliquer avec des mots, de tourner un peu autour. Oui, c'est ça. Et puis c'est fatigant quoi, à la fin de la journée. J'ai décidé d'apprendre l'arabe quand j'étais en France. Quand j'ai connu mon mari, j'avais 20 ans et demi. On militait tous les deux, lui dans une organisation de gauche, moi dans une organisation de gauche française, lui tunisienne. Et toutes les soirées se passaient avec ses potes tunisiens. J'étais la seule française. On parlait qu'en arabe. Un jour, ils étaient tous écroulés de rire. Et moi, bien sûr, je comprenais rien. Donc, je pouvais pas rigoler. Et mon mari, qui avait totalement oublié que je parlais pas, il me dit, mais pourquoi tu ris pas? Je lui dis, parce que je comprends pas. Mais fais un effort. Comme si c'était vachement facile, tu vois. Et tu n'es pas fière parce que tu n'as pas tout transmis, tu n'as pas tout dit. Beaucoup de choses qui restent à cause de la langue aussi. C'est communication, c'est pas facile. Beaucoup à cause de la langue. Chaque jour, je prends quelque chose. Un nouveau mot. Ouais, jusqu'à maintenant. Quand même, on avance petit à petit. Ouais. On a beaucoup de changements. Et j'avais découvert en étant à l'étage que ça donnait sur un marché derrière que les gens, ils arrivaient avec leur gamelle vide le midi et on leur servait un riz sauce pour manger. Parce que c'était un vrai problème de manger quand t'es pas habitué à l'alimentation là-bas. Ouais, t'as eu du mal à te faire à manger. Oui, voilà, parce que il faut aller au marché, mais alors t'achètes quoi au marché? Il n'y a pas du tout les mêmes légumes et fruits que... Si, il y a des choses qui se ressemblent, mais oui et non, tu fais quoi avec? Puis on te dit, oui, il faut pas manger crudité et tout, alors il faut laver avec de la javel, je sais pas quoi. Donc au début, quand t'arrives, tu te dis, bon, bah, j'ai le droit qu'au riz, quoi, au riz et de la sauce. Donc il y avait tout ce truc-là, de se faire à manger et tout. Puis là-bas, c'est pas du tout dans la culture de se faire à manger pour soi tout seul. Ah, tu fais à manger pour... Enfin, il y a forcément du monde, quoi. Puis tu fais toujours à manger pour plusieurs parce que le soir, comme ça, il y aura à manger. Enfin, en gros, quand tu vas dans une maison, il y a quasiment tout le temps à manger. Si t'as faim, tu peux manger, quoi. D'accord. Je fais pas ramadan parce que... je suis... non, mais c'est par principe... je suis agnostique. Mon mari, mes filles font le ramadan. Je fais tout ce qu'il faut faire pour le ramadan, puisque je respecte leur religion et leur religion surtout, plus que la tradition. Moi, je fais le ramadan. Mais voilà, pour moi, non. Et tout le monde le sait. D'ailleurs, mon beau-père qui était hajj, il me disait à chaque fois, Sylviane va manger, reste pas comme ça sans manger, ma fille va manger, viens goûter, etc. J'avais l'impression qu'il y avait une gigantesque usine dans le centre de l'Australie, qui est un grand désert, une usine à nourriture qui dispatchait dans l'ensemble de l'Australie, parce que en fait, dans toutes les régions d'Australie, on mangeait exactement la même chose à 4000 ou 5000 km de distance, ce qui évidemment pour un Européen qui débarque est complètement incompréhensible. Par exemple, il y avait surtout les pies, c'est des sortes de feuilletés, de feuilletés à la viande, mais c'est assez mauvais. Je trouvais que ça ressemblait un peu à la viande pour chien. C'était pas formidable, quoi. Voilà. Il y avait ça. Puis alors l'odeur de l'huile pour friture dans les fast-food, c'est vraiment dégueulasse. Et en fait, 15 ans plus tard, quand je suis retournée en Australie, mon deuxième séjour, c'est la première chose qui m'a agressée, l'odeur de cette huile de ces fast-food que j'ai retrouvée. C'était très bizarre, mais c'était ma petite Madeleine, ma petite anti-Madeleine en quelque sorte. Voilà. Par rapport à nourriture, moi personnellement, je ne réalise pas beaucoup. C'est pas très important pour toi, la nourriture? C'est pas très important. D'accord. C'est pas comme ça pour moi. Tu peux manger juste des pâtes tous les jours, c'est pas grave? Non, c'est pas comme ça, mais bon. Je mange du riz, je mange du pain, de viande. Mais en plus, ce qu'on peut trouver là-bas, en Afghanistan, heureusement qu'on peut trouver ici aussi.
Pas peut-être toutes les choses, mais la majorité on peut trouver. Par rapport à la nourriture française, est-ce qu'il y a des choses ici que tu n'avais jamais mangées en Égypte? C'est pas français, c'est pas français exactement, c'est le couscous. C'est un peu français maintenant. C'est un peu français, oui. Et les crevettes. Les crevettes, Les d'accord. crevettes. Et est-ce que tu cuisines des choses chez toi, des choses égyptiennes ou françaises? Oui, je cuisine un petit peu français parce que je mange avec mon frère et mon cousin. Il n'aime pas beaucoup les nourritures français. Je cuisine aussi l'égyptien, la nourriture égyptienne. Est-ce que tu vas dans des restaurants français? J'ai essayé d'entrer plusieurs fois parce que ça m'intéresse. Je trouve ça, quand je demande le service, s'il y a quelque chose halal, sinon des boissons, quand elle me dit oui, je peux entrer et manger. J'ai essayé de faire comme le français ici parce que... Et ici, par rapport à toi, ici en France, vous préparez le plat français ou vous voulez mélanger au plat américain ou anglais? Donc en Angleterre, c'est mélangé en fait. Il y a des plats qui ressemblent beaucoup au plat allemand et il y a d'autres plats qui ressemblent beaucoup au plat français. Par exemple, il y a toujours coq au vin. Donc en fait, il y a pas mal de plats français que je connais déjà en fait, que je prépare déjà. Mais pour le couscous, non bled, la tradition, tu manges couscous directement, même avec la main. Nous, la tradition, on mange parfois avec la main. Moi, je mange pas vraiment de la viande, mais oui, il y a beaucoup de plats français que j'aime bien. Je trouve qu'on mange mieux, peut-être mieux ici qu'aux États-Unis. J'aime bien les crêpes aussi, le fromage et le vin. Les quiches. Alors, c'est très différent de la France. On mange beaucoup moins équilibré qu'en France. Au Canada, c'est un peu comme aux États-Unis, avec beaucoup de hamburgers, de frites, des choses très grasses et toujours des grosses portions. Dans les assiettes, tu as toujours beaucoup à manger. Et donc c'est une manger bien? Oui, oui, j'ai beaucoup mangé. Au bout d'un an, la nourriture française me manquait. Enfin, ce qu'on mange au Canada, c'est très gras et très lourd et j'avais vraiment grossi. Au Pérou, j'aime la cuisine. La cuisine? Ouais, j'adore le ceviche. J'adore le ceviche avec le ceviche. El choclo. Ah ouais. El maïs, el choclo. Ouais, mais le choclo, c'est différent. Un maïs un peu spécial parce qu'en France, le maïs, il est petit et jaune. Et au Pérou, c'est grand et cette couleur. Moi, j'adore manger el pulpo et le calamar. Le calamar, j'adore. Ouais. Tous les fruits de mer, j'adore. Et ici, en France, j'ai un ami péruvien et qui vient de Piura. Et ensemble, on mange et on va au restaurant péruvien. Je trouve ça très important en fait de ne pas s'intégrer totalement dans une autre chose, mais aussi amener quelque chose de ma passé, de mon histoire pour partager avec les autres. Mais bien sûr. Moi, je trouve que c'est stimulant parce que c'est nouveau, alors du coup, on a tout à découvrir et je trouve qu'on se laisse étonner par beaucoup de choses parce que tout change, même l'Allemagne, on pourrait penser que c'est un peu... Comme la France, au début, c'était complètement nouveau, c'est hyper riche comme expérience. En fait, c'est mieux de faire des fautes, mais de parler avec de la confiance, que de ne pas être confiante, parce que les gens ils pensent que ça c'est ta personnalité en fait. Ils pensent que tu es quelqu'un qui n'a pas de la confiance, qui n'a pas de confiance. Bien sûr. Et donc c'est mieux de oser. En fait, je trouve que ça c'est très important. C'est parce qu'avec nos fautes qu'on apprend. C'est avec les fautes qu'on apprend dans la vie beaucoup de choses. Si on ne fait pas de fautes, on ne peut pas prendre. C'est des expériences de la vie, c'est beaucoup de choses. Oui, bien sûr. On apprend avec les fautes. Il faut avancer, il ne faut pas reculer, il ne faut pas lâcher. Si on ignore quelque chose, il faut bouger, il faut chercher. Moi, je trouve que c'est stimulant parce que c'est nouveau, alors du coup... On a tout à découvrir et je trouve qu'on se laisse étonner par beaucoup de choses parce que tout change, même l'Allemagne, on pourrait penser que c'est un peu comme la France, au début c'était complètement nouveau, c'est hyper riche comme expérience. En fait, c'est mieux de faire des fautes, mais de parler avec de la confiance, que de ne pas être confiante, parce que les gens ils pensent que ça c'est... ta personnalité en fait. Ils pensent que tu es quelqu'un qui n'a pas de la confiance, qui n'a pas de confiance. Bien sûr. Et donc c'est mieux de oser. En fait, je trouve que ça c'est très important. C'est parce qu'avec nos fautes qu'on apprend.
C'est le monde à l'envers maintenant. Les personnes âgées veulent aller à l'école. Je lui ai demandé jusqu'où elle voulait aller. Elle m'a dit au moins le bac. Jusqu'au bac. Je lui ai dit, je vais laisser le bac. Et elle m'a dit, mais c'est pas possible, le monde à l'envers. Pour les adresses, pour les métros, je connais pas. La première fois, c'est compliqué pour moi. Bonjour. Bonjour. Une baguette coupée ou pas coupée? Oui, coupée. Oh, madame. Oh, madame. Bonjour. Madame, prenez la queue d'abord. Il faut faire la queue, madame. La queue. Qu'est-ce que vous voulez, madame? Regarde, la dame. Bon, laissez-la. Vous voulez quoi, madame? Une baguette? C'est pas grave, prenez pas. Tenez, madame. L'argent, s'il vous plaît. Déjà passé. Au revoir. C'est pas grave, la prochaine fois. Non, regarde, la dame déjà passée, c'est pas bon. Vous me dites n'importe quoi. Une baguette? Elle a pris. Combien? C'est pas bon. Alors, monsieur. C'est pas bon, madame, c'est pas bon. Je suis obligée de me déplacer pour connaître les quartiers, pour aller pour les rendez-vous, pour les associations, pour les administrations. Et c'est grâce à l'association des femmes de la Boissière. J'ai rencontré beaucoup de gens, je connais beaucoup de choses, j'ai découvert beaucoup de choses. Pour des musées, pour des choses comme la cité d'immigration. Il y a une fois par mois des échanges de savoir. Depuis 2 ans, je suis avec l'association. C'est par rapport au collège. Comme mon fils il est rentré au collège, j'ai entendu qu'ils font des cours à l'association, au collège, je sais. Et moi, j'étais parent d'élèves. Et j'ai assisté à tous les cours au collège. Je regarde qu'est-ce qu'on fait les enfants. On voit comment on crée un mot dans le cahier pour le professeur. Depuis combien de temps vous allez à l'association? Yo, 2 mois. 2 mois? Non, 3 mois. Il a 1 mois. Il y a 4 groupes. Il y a aussi des groupes qui maîtrisent lire et écrire, qui ne maîtrisent pas l'oral. Il y a des groupes aussi qui savent parler, ne savent pas écrire. Il y a des gens qui savent bien parler, lire et écrire, mais ils font des fautes d'orthographe parfois. Moi, j'étais jamais à l'école. D'abord, je veux savoir remplir mes papiers toute seule. J'ai envie d'écrire une lettre toute seule. Avant de l'association, je jamais un cours de français. Je travaille beaucoup avec les Espagnols, c'est pour ça que je ne parle bien le français. 3 ans ou 4 ans, je travaille beaucoup avec mon compatriote, avec Péruvien, c'est pour ça. Et en 2010, j'ai arrêté de travailler là. J'ai opéré ma main de canal carpien. J'ai cherché encore de travail. Chaque fois, il me dit, vous savez lire et écrire? Je dis non, mais j'ai passé toute ma vie dans le travail. Je connais le produit. Il me dit non, c'est la loi. Et moi, quand j'avais l'âge 6 ans, il y avait l'école juste en face de chez moi. Et je voulais aller à l'école comme tous les enfants. Et comme il y a une jeune fille, elle est partie avec un Français. Là, elle a gâché la vie de plein de filles. Les parents voulaient plus qu'elles aillent à l'école. Ah non, pas à l'école mixte. C'est incroyable. Et c'est pour ça. À partir d'une anecdote. Si j'ai été à l'école, madame, je serais sortie quelqu'un. Parce que moi, toute ma vie, je voulais apprendre à lire, écrire. Et je voulais avoir lire, écrire au moins. Mais après, je suis mariée, j'avais les enfants. Et je travaillais pendant que j'avais 5 enfants. Après la retraite, voilà, j'ai resté à la maison. Regarde maintenant, et je suis fière de moi, comme je fais cette interview. J'ai envie de lire des livres toute seule, sans l'aide de mon fils. Je ne suis pas encore arrivée là. Je peux lire quelques mots, mais pas tout. Mais tu as bien lu les questions et tout ça? Oui, il y a des trucs que j'ai ramenés dans ma tête. J'aimerais bien savoir tout. Comme je vois un livre, j'ai envie de le lire, j'ai envie de savoir qu'est-ce qu'il y a dedans. Malika et moi, nous sommes vice-présidentes de l'association. Ça fait 10 ans cette association qui existe à Montreuil. On a la présidente, on a la secrétaire, il y a aussi le fondateur, Monsieur Henry. C'est tout un bureau. On a bien discuté déjà. Ah oui, on a bien discuté. J'ai appris beaucoup de choses aussi. Moi aussi. Sur les pays, sur leur culture, les gens, comment ils sont. C'est intéressant.
C'est toujours intéressant de savoir, ouais. Bien sûr, nous sommes dans la vie, c'est pour découvrir, pour... Ouais, c'est clair. Ah oui, c'est ça.